Bienvenue sur Horat, l'émission féministe hebdomadaire de M24. Le féminisme, je le rappelle, a pour vocation de promouvoir l'égalité politique, économique, culturelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes, en militant pour les droits des femmes au sein de la société, mais aussi dans la vie privée, avec pour objectif principal lutter contre les inégalités et les injustices dont sont souvent victimes les femmes. Mais pour parvenir à cette égalité, il faut travailler, plaidoyer, sensibiliser et convaincre. Il faut aussi et surtout une volonté politique. Le Code de la famille, qui a permis il y a 20 ans des avancées notables, doit être revu à la lumière de la nouvelle Constitution et celle des conventions internationales que notre pays a ratifiées. Comme l'a ordonné le souverain dans son dernier discours du trône, quels sont ces articles qui doivent être aujourd'hui révisés ? Quelles sont les améliorations qu'il faudra faire ? Quelles sont les avancées nécessaires pour permettre aux Marocains du XXIe siècle de jouer pleinement leur rôle dans le processus du développement de notre pays ? Je reçois pour en parler Ahmed Reda Chami, président du Conseil économique, social et environnemental, le CESE, ancien ambassadeur du Maroc auprès de l'Union européenne à Bruxelles, ancien ministre de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies de 2007 à 2011 et ex-député de la ville de Fès de 2011 à 2016. Ahmed Reda Chami, bonsoir. Bonsoir, Aïcha. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Eh ben, je suis très contente de vous recevoir. Merci beaucoup. Vous êtes un homme visiblement très occupé, très sollicité. Donc, je suis ravie aujourd'hui de vous recevoir. Merci. Alors, on va commencer par le commencement. Vous êtes diplômé de Central Paris, ce qui n'est pas rien, titulaire d'un MBA de la Anderson School, l'UCLA. Donc, vous auriez pu faire finalement une belle carrière dans le privé. Qu'est-ce qui a motivé ce retournement de situation et qui vous a poussé à vous investir dans la politique ? Ben en fait, moi, j'ai commencé dans le privé, hein, juste après après Central et après aussi le MBA. J'ai travaillé dans différentes industries. J'ai travaillé dans l'agro-industrie. Je travaillais beaucoup dans les technologies de l'information, puisque le poste que j'ai occupé le plus, c'était pendant 11 ans chez Microsoft. D'accord. Et donc, j'étais responsable de la région d'Afrique du Nord, ensuite du Moyen-Orient, et ensuite de l'Asie du Sud-Est, basé à Singapour. Et en fait, croyez-le ou non, en 2004, après 11 ans de bons et loyaux services, je me réveille un matin et j'ai cette intuition qu'il faut que je rentre au Maroc. Parce que je voyais Sa Majesté. Le Code de la famille. Le Code de la famille, il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait le le nouveau concept de l'autorité, tous les changements, les grands projets qu'il avait lancés. Et je me suis dit, je ne peux pas rester en dehors de cela. Et c'est pour ça que je suis revenu. Et donc, quand j'ai dit à mon boss que j'allais quitter Microsoft, il m'a tout de suite posé la question, est-ce que tu vas aller chez IBM, chez Oracle ? Il pensait que j'allais chez la concurrence, mais non, c'était juste l'appel du pays, l'appel du sens. Oui. Vous savez, au bout d'un certain moment, c'est vrai qu'on a veut besoin donner de un sens. sens. On a besoin de sens, voilà. Et donc, je suis rentré, j'ai travaillé dans l'assurance, et ensuite, j'ai intégré le parti de l'UCFP, Donc, et je me suis retrouvé, l'UCFP, qui est mon parti de mon père. Familial, quoi. Voilà, familial, et j'ai ouvert les yeux au sein de l'UCFP. Donc, quand on m'a proposé de rentrer au gouvernement, moi, j'ai dit oui. D'où ensuite cet enchaînement de responsabilités publiques. C'est ça. Donc, mais c'est la quête du sens. C'est la quête du sens qui m'a amené là. Voilà. Et qui continue de m'animer d'ailleurs. Exactement, parce qu'aujourd'hui, vous êtes président du Conseil national économique et social, donc depuis décembre 2018. Vous avez été aussi membre de la commission spéciale sur le modèle du développement. Alors, dites-nous un peu, pour ceux qui ne le savent pas, quel est le rôle du CESE ? Quelles sont ses principales réalisations ? Vous avez également donc, profité de votre expérience dans le numérique et dans le digital en lançant cette fameuse plateforme participative Ouchaleko, qui est un succès, hein, je le dis en passant. Merci beaucoup. En fait, le Conseil est une institution constitutionnelle indépendante. Donc la Constitution de 2011, alors le Conseil existe. Et donc, c'est une instance indépendante, et j'insiste beaucoup sur une instance indépendante. Elle représente la société civile. Donc, si vous voulez, quand on prend des positions, nous, on donne un avis qui a été élaboré par la voie de ce qu'on appelle, nous, la participation de tout un chacun, la participation des catégories qui constituent le Conseil. Il y a 5 catégories qui constituent le Conseil. Les syndicats, les organisations patronales, les experts, les ONG qui travaillent dans différents domaines de la protection de l'enfant, la protection de la femme ou, si vous voulez, l'environnement. Et puis, il y a ce qu'on appelle les S-qualités, ou Ali Banque par exemple, le HCP, le haut-commissaire, juste pour citer ces gens-là. Et donc, nous élaborons nos rapports selon une approche consultative, participative. Nous faisons des auditions. Et donc, nous donnons un avis
qui est un avis, je Basé dirais, sur le objectif. Ou basé sur le terrain, en fait. Basé sur le terrain et objectif. On écoute tout le monde. On écoute les ministres, bien sûr, les ministères, les experts internationaux. Vous êtes un nationaux. interlocuteur de tout le monde, finalement. Voilà, on est un interlocuteur de tout le monde, on est une sorte de think tank stratégique pour le gouvernement et pour le Parlement quand ils nous le demandent. Mais souvent, ils ne nous le demandent pas et donc on s'auto-saisit. C'est Donc, ça. si vous voulez, au lieu d'avoir une saisine qui vient de ces deux instances, on s'auto-saisit. Vous prenez On l'initiative. prend l'initiative et on parle de tout sujet qui a un impact sur le citoyen marocain, qui a un impact sur l'économie du pays. On peut parler de fiscalité, mais on peut parler mariage des jeunes filles, et on peut parler de l'eau, de l'énergie, Enfin, on peut parler de la sécurité alimentaire, vraiment toutes tous les les problématiques. sujets, toutes les problématiques. Les urgences médicales, nous avons un rapport qui va sortir sur les urgences médicales, qui est très important. Et qui est très urgent. Et qui est très urgent. Et donc, si vous voulez, ça, c'est un peu ce rôle de conseiller ou de consultant qu'on fait, de think tank. Mais ce n'est pas un think tank technique, c'est un think tank qui repose sur l'avis et des gens, bien qu'on peut être technique sur un sujet. Mais il y a aussi un autre rôle que j'adore citer, c'est le rôle de plaidoyer. En fait, je dis, on participe je dirais, à façonner les consciences de demain. Parce que quand on prend un sujet qui parfois peut être controversé, Tout à fait. et qu'on le mène dans le débat public, et qu'on donne notre avis, et que d'autres aussi se positionnent, ben on fait avancer le débat. C'est la culture du débat. C'est la culture du débat. Qui nous manque malheureusement, mais voilà. Et donc c'est un peu de la démocratie participative. Absolument. Nous avons aussi engagé d'autres chantiers. C'est que maintenant, avant, on n'écoutait que la société civile organisée, j'ai dit, et le citoyen. Donc, on a fait la plateforme Ochaliko. Merci pour le mentionner. Donc, c'est ça. En fait, Ochaliko, c'est pour faire participer tout le monde. Tous les citoyens. Et donc, on les fait participer pour l'élaboration de nos rapports. Donc, on leur demande notre avis, mais on les fait même participer pour le choix de nos sujets. Par exemple, en 2023, il y a 3 sujets qui sont remontés de la plateforme Ochaliko: la mendicité, le stress hydrique, la sécurité alimentaire. Bien sûr. Et donc, on donne un espace. C'est le reflet d'une société, en fait. Et on leur donne la possibilité de s'exprimer. Et nous, leurs idées, on les prend, on les intègre, on les envoie au chef de gouvernement, au Parlement. Ils sont dans nos rapports. Et donc, tant mieux, au lieu qu'ils soient livrés à eux-mêmes pour s'exprimer sans un réceptacle institutionnel. On canalise, en fait, les débats. Et en fait, si tu veux, on encourage aussi le débat. Ce n'est pas juste le canaliser, mais c'est l'encourager sur des sujets importants. Et donc, ils participent à la construction de la cité. C'est ça, ce qui est important. Et la construction du pays. Dernier point, peut-être, ou avant-dernier, on a, dans le cadre toujours de nos activités, on s'est ouvert sur le milieu académique. Et donc, on organise aujourd'hui des caravanes qui vont dans les différentes universités où on parle de nos rapports, mais on parle aussi d'Ochaliko, de la plateforme. Et on s'est ouvert sur les régions parce qu'on voudrait aller être plus présent dans les régions. Et donc, on organise des assemblées générales où on va faire des auditions dans les régions, des visites, etc. Ben, c'est bien. Donc, bravo. Merci. Alors, donc j'ai bien noté que la plateforme est un outil pour recueillir la contribution des citoyens sous forme d'enquête. Et ce qui m'a frappé, c'est que le premier sujet que vous avez traité, c'était celui du harcèlement sexuelle dans les lieux de travail et de formation. Quels ont été les résultats de ce sondage et pourquoi le choix d'un tel sujet? Est-ce qu'il était d'actualité à ce moment-là? Est-ce que c'était un choix qui était fait par le CESE ou qui s'est imposé par une actualité? Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que, comme je l'ai expliqué, on traite beaucoup de sujets. Juste un chiffre, depuis que le Conseil existe, c'est-à-dire après 12 ans, il y a plus de 120 rapports, 117 rapports exactement, qui ont été émis par le Conseil. Et donc, on traite de tous les sujets. Et ce sujet sur la violence, si vous voulez, on avait traité un sujet déjà en 2012 de la parité homme-femme. Oui. Et donc, dans ce rapport, quand vous parlez de parité homme-femme, vous ne pouvez pas ne pas parler, vous parlez des droits, mais vous parlez aussi de ce qui est non-droit, si vous voulez, et les violences faites aux femmes figuraient dans ce rapport. Et donc, on a toujours appelé à protéger la femme, d'accord, que ce soit par la loi, l'effectivité de la loi, que ce soit par l'environnement. Donc, quand elle prend le transport, il faut qu'il y ait des transports qui soient assurés. Dans la politique de la ville, on dit le transport figure là-dedans, et le transport doit assurer la sécurité aux femmes, mais aussi dans le harcèlement sur la voie publique. On n'en parle pas suffisamment. Absolument. Mais c'est tellement banalisé aujourd'hui. Bien sûr, malheureusement. Malheureusement, oui. Sur les lieux de travail, et beaucoup de jeunes femmes se font harceler et n'osent pas parler. Absolument. D'accord.
et aussi dans le milieu universitaire. Et donc, quand cette polémique qui a explosé au sein de l'université s'est imposée à nous, on a lancé une consultation pour connaître quels sont les gens qui ont été soumis. On a eu des chiffres extrêmement importants. Je crois qu'il y avait plus de 65% de personnes qui ont dit qu'ils avaient été soumis un jour ou un autre, sous une forme ou une autre, à de l'harcèlement sexuel. C'est énorme quand même. C'est énorme, d'accord, dans l'universitaire. Et beaucoup, parmi ces 65%, aussi un chiffre extrêmement important, ne se sont pas plaintes parce qu'elles ont eu peur de la réaction, elles ont eu peur de l'environnement. Et donc c'est pour ça que... Et parce que la parole de la femme n'est pas souvent crue. Alors, malheureusement. Oui, malheureusement. Alors, et c'est pour ça que ce qu'il faut, et c'est une des recommandations, et les universités, par exemple, à Hawaï, avaient fait ça, il faut mettre en place des systèmes qui permettent, si vous voulez, de préserver l'anonymat de celles ou de ceux qui se plaignent, parce qu'on peut avoir du harcèlement sexuel contre les garçons aussi. Hein. Absolument, absolument. On est donc si vous voulez, donc il faut qu'il y ait Mm. des systèmes, qu'il y ait des enquêtes qui soient des enquêtes, si vous voulez, objectives, Oui. d'accord, et que des mesures soient prises. Et donc voilà. Donc c'est un peu cette idée-là de protection de la femme contre toute espèce de violence, d'accord, dans tous les lieux, qui s'est imposée à nous et qui a fait que nous avons lancé cette consultation sur Ushiriko. Et donc, vous avez aussi interrogé les citoyennes sur la condition des femmes à l'occasion du 8 mars. Et donc, à la suite de cette démarche, l'une de vos recommandations a été de préconiser une révision ambitieuse du Code de la famille qui soit en mesure de protéger les femmes et garantir leurs droits. Donc là aussi, vous avez été précurseur, M. Chahbi. C'était juste avant le discours royal du 30 juillet et vous avez d'emblée déjà fait un constat sur lequel vous allez me dire sur quoi il repose exactement. Donc. Écoutez, vous savez, déjà, le choix des sujets, vous avez raison de dire est-ce qu'on a été précurseur ou pas. En fait, c'est même pas être précurseur, c'est juste être à l'écoute de la société. C'est l'air du temps aussi. C'est l'air du temps. Et on est à l'écoute. Vous savez, quand Sa Majesté a parlé des Marocains du monde, eh ben, on a tout de suite lancé la machine parce que juste avant, j'avais été interpellé à 2 fois, une fois à Strasbourg, le consul général m'avait demandé de venir pour parler à la communauté marocaine. Une fois le 10 août, c'était la fête des Marocains du monde. Ici, c'était le Wali de Fès qui m'avait demandé de venir m'adresser à eux. Et je me suis dit, tiens, voilà, il y a un sujet qui est intéressant. Et Sa Majesté vient en parle. Parce que Sa Majesté, lui aussi, si vous voulez, il a des remontées, il est branché sur ce qui se passe au niveau de la société. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé rapidement, si vous voulez, la consultation. Et on a travaillé sur le résultat des Marocains du monde. Maintenant, sur le Code de la famille, oui, et franchement, on a fait d'abord notre système, si vous voulez, notre approche d'audition de gens, d'experts, mais surtout aussi maintenant couplé avec Ushiriko, la participation citoyenne, nous ont montré des choses évidentes. Exemple, il y a l'article 20, 21, 22 qui permet encore aux juges de permettre des exceptions pour le mariage des mineurs. Des jeunes filles, madame. Nous, on les appelle des enfants. Des enfants, C'est absolument. pour choquer, d'accord ? C'est pour que les gens prennent conscience que ce sont encore des enfants. D'accord ? Ben nous, on dit qu'il faut abolir l'exception, parce que parfois l'exception devient la règle. On est juste en 2020, comme ça de tête, mais on est à plus de 13 000 exceptions qui ont été faites. Ça a augmenté ce chiffre même. Oui, alors parfois ça descend, parfois ça augmente. Quand il y a eu le Covid, ça a diminué. Bah oui, d'accord, mais bon, c'était un cas Covid. Exactement. Donc on va voir comment ça va se continuer. Mais on n'a pas besoin, nous, de suivre des statistiques, il faut juste l'abolir. Tout à fait. D'accord et si on le fait, c'est vraiment pour l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est reconnu dans nos lois, dans la Constitution, dans les règlements, dans les conventions internationales dont vous avez parlé au départ. Oui. Deuxième chose qui nous semble, pour moi, est une injustice terrible, c'est l'article 236 et 237 qui donne la tutelle exclusive de l'enfant au père. Et l'égalité entre hommes et femmes. Pourquoi juste au père ? Il faut qu'elle soit commune. Qu'elle soit conjointe. Oui, conjointe. Aujourd'hui, la mère, elle veut demander un passeport, elle ne peut pas. Non. La mère veut ouvrir un compte bancaire pour son fils, elle ne peut pas. La mère, elle veut emmener son fils en voyage, elle ne peut pas. Donc ça, il faut arrêter, si vous voulez. Et encore,
vous voyez, la pire des injustices, c'est que le père peut déléguer la tutelle à quelqu'un d'autre. Et pas à sa femme. Et pas à la femme. Ouais. C'est terrible. D'accord, il peut en faire je dirais, ce qu'on appelle un tutelle testamentaire, Ouais. et pas la femme. Donc, si vous voulez, ça, c'est des choses qu'il faut amender dans cette nouvelle loi du Code de la famille, qui était très avancée à l'époque. Absolument. Mais faut tout qu'on a soit d'accord. changé. Tout a changé. 20 ans sont passés. Autre point, le mariage. Donc, c'est l'article 173-114. On divorce, la maman a la garde des enfants, ça c'est bien. Mais si elle se remarie, elle perd la garde des enfants. Pourquoi? Donc ça aussi, si vous voulez, c'est des choses... Bien, alors que le père, non. Donc si vous voulez, voilà, ça aussi, c'est encore des choses qu'il faut changer. Les biens acquis pendant le mariage, on dit que souvent la femme... Alors ça, moi j'estime que la femme, elle doit être... On doit lui donner la possibilité, elle doit prendre la possibilité d'aller travailler elle-même. Mais si elle ne travaille pas à l'extérieur et qu'elle reste, et elle fait du travail domestique pour le bien-être de la famille, etc., ben ça doit être... Ça doit être valorisé. Ça doit être valorisé. Et donc voilà. Donc ça, ce sont des points. Ajoutez à ça la durée, si vous voulez, que la procédure prend pour divorcer, etc., qui devient trop long, qui crée des frictions entre les couples qui se séparent, pas bien pour les enfants, pas bien pour la famille. Donc c'est pour ça qu'on appelle de nos voeux, je dirais, un changement au niveau du Code de la famille. Ah ben écoutez, alors il y en a qui parlent d'un changement de paradigme, c'est-à-dire un changement qui soit profond. Tout à l'heure, vous avez évoqué, effectivement, les femmes en général ont la garde et les hommes ont la tutelle. Mais en fait, il faut avoir les deux, parce que les hommes aussi sont des papas. Bien sûr. Et pourquoi on va priver un père de voir son enfant ou le voir une fois tous les 15 jours. Donc, dans cette histoire, vous avez dit égalité, il faudrait qu'il y ait aussi une égalité pour que les hommes, eux aussi, puissent adhérer à ce nouveau code. Il ne faut pas qu'ils se sentent spoliés de leurs droits, ce qui est tout à fait naturel. Et un enfant a besoin de ses deux parents. Vous savez, madame, Laïcha, à la fin de la journée, vous savez, si les parents se mettent autour de la table et disent « Tiens, comment on peut réussir un divorce en s'assurant que notre enfant ne soit pas déchiré, ne vive pas des choses qui sont très problématiques. Par exemple, j'ai parlé du voyage et le garçon ne peut pas y aller parce que son papa a dit non, etc. Ben, vous arrivez à des solutions telles que vous les préconisez. D'accord ? On s'arrange pour la garde, on s'arrange. La tutelle, il faut qu'on me donne la possibilité, moi aussi, de faire. Et donc, après, ça devient conjoint. Ce qu'on n'a pas réussi en tant que conjoint, peut-être qu'on peut le réussir, je dirais, après le divorce en tant que... Mais des cas existent, parce qu'en fait, on a recours au droit que lorsqu'il y a justement des accords. Mais dans la pratique, il y a souvent des couples qui se mettent d'accord, parce qu'ils ne peuvent plus vivre ensemble, ce qui est tout à fait... Heureusement. Voilà. Et puis, les enfants sont épanouis, quoi. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas ce chantage aussi qui peut être exercé à l'égard des femmes. Absolument. Alors, vous m'avez parlé, donc, pour moi, ce sont des amendements, mais est-ce que vous pensez que cette réforme pourra éventuellement toucher à des questions plus épineuses, comme celle de l'héritage, comme celle de l'avortement, comme les articles aussi liberticides, parce qu'on parle du Code de la famille, mais aussi le Code pénal qui doit être un petit peu dépoussiéré. Bien sûr. Alors, déjà, je vais parler de l'héritage et après je passerai au Code pénal où on parle de l'avortement et des relations, etc., au mariage. En ce qui concerne l'héritage, je pense qu'il faudrait que on essaye, qu'on essaye de faire évoluer les textes, mais jusqu'à un certain moment. À un certain niveau, on ne peut plus les faire évoluer. Si les textes sont explicites, ils sont explicites. D'accord ? Nous n'allons pas, nous, humains, comme disait Sa Majesté, Exactement. donc, si vous voulez, il faut qu'on reste dans ce cadre-là. Maintenant, rien ne nous empêche de نجتهدوا. Tant que يمكننا نجتهدوا ما حللناش شنو حرام مزيان. Je pense qu'on devrait le faire. Maintenant, il y a une chose que les gens oublient, Laïcha, et c'est vraiment incroyable. Moi, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai creusé, j'ai des filles aussi. قال لك, en fait, في الحياة ديالك يمكن تعمل شنو ما بغيتي. Donc, قسم بين ولادك وبناتك كيما بغيتي تقسم بيناتهم. ولكن الأجل كاين, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Mais bien sûr, donc عملها انت مازال حي. Et ce n'est pas, il y a des gens qui se disent, oui, mais c'est tricher, c'est aller contre la volonté de Dieu. Et j'ai posé cette question, on m'a dit non, ce n'est pas tricher, ce n'est pas aller contre la volonté de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est que si il y a décès,
Et bien voilà comment on partage, parce qu'avant l'islam, les filles n'étaient même pas reconnues, n'avaient rien. Absolument. Donc voilà. Donc Hada, il faut qu'on reste dans des choses qui sont acceptables. Parce que vous savez, si on veut parfois faire des réformes trop vite, eh bien vous allez avoir des gens, un clivage. À la stabilité sociale. C'est pour ça que je dis, on façonne les consciences de demain. C'est ça. Ça nous prend du temps, malheureusement, mais c'est bien d'avoir de l'adhésion, de plus en plus d'adhésion, jusqu'à ce qu'une grande majorité se mette d'accord, devienne naturelle. Exactement, voilà. Tout à fait. Mais c'est bien d'aborder les sujets maintenant. Bien sûr. Pour que dans 20 ans... Bien sûr, on est obligé de les aborder. Sinon, dans 20 ans, on sera à la même réflexion qu'aujourd'hui. Exactement. Si maintenant, je vais au code pénal, la première des choses, il y a, sur les articles qui posent problème au niveau de l'avortement, il y a l'article 449 à 458. La position du CSE, c'est de dire l'avortement doit être dépénalisé et légal dans certaines situations. Maintenant, le viol. Comment vous pouvez demander à une femme de porter le fruit d'un viol, qui a été violée, qui a porté le fruit d'un viol? On l'a vu, Mme Skina Marim, qui s'est suicidée, qui est partie. C'est honteux. D'accord? C'est pas possible. C'est une double peine. Exactement. D'accord? L'inceste. Ben oui. Comment voulez-vous encore dans un cas d'inceste, vous demandez de garder. Et on a ajouté la malformation d'un bébé pour éviter des souffrances, etc. Mais il y a aussi la santé mentale. Quand on parle de la santé physique ou mentale, qu'est-ce qu'on met dans mental? Est-ce qu'on est prête ou pas? Est-ce que psychologiquement on peut souffrir de dépression ou... Vous savez, là, dès qu'on rentre dans ce genre de sujet, dès que on ne sait pas prononcer là-dessus, sur la santé mentale, où est-ce que vous mettez le curseur? On est tous fous. Ouais, à la limite, on a tous eu. Le CEC a sorti un rapport où il dit 50% des Marocains ont eu un trouble psychologique à un moment. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on s'est assuré de ça. Maintenant, en ce qui concerne l'article 490, 411, 492 sur les relations hors mariage, les relations sexuelles hors mariage. Là, on a une position qui est plus lancée en disant on ne peut pas... Ces articles-là ont un effet pervers terrible. Si une jeune fille se fait violer, elle ne va pas pouvoir aller dénoncer son violeur à cause de ces articles-là. Parce qu'elle va dire, le gars va dire, non. Là c'est consenti. Donc déclaration de relation... Quand c'est consenti, déclaration hors mariage consentie, et lui il a sa femme qui va lui pardonner, et elle se retrouve en tôle. Elle se retrouve en tôle. Donc il faut revoir ces articles. Ouais. D'accord? Peut-être les revoir ou peut-être les abolir tout simplement. Qu'est-ce que l'État fait dans la chambre à coucher de personnes qui nous dérangent? On peut... Entre adultes majeurs et consentants, bien entendu. Anna, ce que je pense. Nous sommes une société qui a des valeurs, qui prônons... Il y a plusieurs religions, d'ailleurs, au sein de notre société, plusieurs gens qui exercent leur libre foi ou le libre exercice de leur foi dans la société, tant mieux. Il y a des gens qui sont plus conservateurs que d'autres. Il ne faut pas les choquer. Ce que je dis encore. Mais maintenant, il ne faut pas que la position d'Yaloum Houma, Trlina, dans une position je dirais, inacceptable et injuste envers certaines factions dont on a parlé. Les enfants, les femmes, etc. Ouais. Et donc, il faut trouver tout cela, il faut lui trouver un équilibre. Si jamais, et moi je serais pour, d'accord, dépénaliser, garder une amende financière. Peut-être, voilà. Voilà, pour pas de prison, parce que les prisons sont déjà pleines. Dépénaliser, garder une amende pour dire Hachi, c'est répréhensible, d'accord? Et à la fin de la journée, d'accord? C'est lui, chacun voit avec son créateur, d'accord, quel est qu'est-ce qui va lui pardonner, qu'est-ce qui ne va pas lui pardonner. Et donc tout cela, moi je pense que la société doit légiférer parce que la société évolue, parce que les sujets évoluent, mais on doit garder en tête aussi de ne pas choquer les gens, d'accord, qui vivent, parce qu'on vit tous dans une société. Il ne faut pas qu'on se retrouve dans une sorte de... Donc il faut qu'on garde ça. En disant aux gens, attention, c'est la même chose pour le ramadan. Oui. Les mabrach, encore une fois, celui qui ne veut pas jeûner, il le fait chez lui. Exactement. Il n'a qu'à le faire chez lui. S'il le fait sur l'espace public, il faut qu'il paye une amende, d'accord?
mais je ne suis pas pour les envoyer en prison. Mais Tout ça, à c'est fait. mon avis personnel. Alors, Monsieur Chamy, j'avais beaucoup de questions encore à vous poser, mais le temps nous est compté. Donc, je vous pose ma dernière question relative à l'émission qui s'appelle Horat. Que signifie pour vous la liberté? Waouh! Alors, si vous voulez, tout ce dont on vient de parler, on a parlé de liberté. D'accord? Et je voudrais en profiter pour parler. Alors, Horat, c'est vrai que c'est des femmes libres. C'est comme ça que moi je le comprends. Émancipées, libres. Les femmes oui. libres, émancipées, etc. Et je dis qu'une femme libre ou émancipée, c'est une femme qui peut décider de sa vie ce qu'elle veut. C'est ça le truc. Dans le respect des lois, dans le respect des conventions. D'accord? Parce que sinon, ça devient de l'anarchie. Là, bien sûr. Vraiment, il faut qu'on soit conscient de cela. Bien sûr. Et pour que la femme puisse être libre, il faut que le plafond de verre qu'on lui a imposé dans ce Maroc explose. Et pour qu'il explose, il y a plusieurs choses à faire. Mais la première des choses, c'est culturel. Il faut que l'homme, cette approche, je dirais, patriarcale, il faut qu'on l'abolisse. Oui. Quand on dit Wara'a kullu rajulin adim ra'a, moi j'aimerais bien dire Wara'a kulli L'inverse. imra'atin adima rajul. Ce qui est vrai, D'accord. souvent. Ce qui est souvent vrai d'ailleurs. D'accord. Mais juste qu'on soit, il faut juste qu'on soit main dans la main, côte à côte. Et c'est comme ça qu'on peut construire un pays moderne, Inch'Allah, libre, démocratique, et qui donne à tous ses enfants, tous ses filles et garçons, filles et garçons, Absolument. la possibilité de construire un avenir radieux. En tout cas, merci beaucoup, Ahmed Reda Chamy, pour votre participation à cette émission et pour la qualité de vos propos. Merci. Et j'espère que j'aurai l'occasion, encore une fois, de vous recevoir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes actuellement donc président du Conseil national économique et social et que grâce au CESE et à ses recommandations, vous avez initié le débat nécessaire au changement pour davantage d'égalité entre les hommes et les femmes. Merci encore. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Et je reviendrai avec plaisir. Merci, c'est noté. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine, même heure et même endroit. Bonne continuation des programmes sur M24.